Bonjour, je m'appelle Sarah Michelle Pham et je suis consultante ressource pour les services d'inclusion pour jeunes enfants. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de l'autisme. Au cours de ce webinaire, nous allons discuter de la manière dont l'autisme peut se manifester dans différents domaines du développement et je vais vous présenter diverses stratégies universelles qui fonctionnent généralement pour la plupart des enfants. Cependant, il est toujours important de tenir compte des besoins spécifiques de chaque enfant afin de les soutenir de manière appropriée. Choisissez les stratégies qui, selon vous, permettront à l'enfant de réussir. L'autisme est une neurodivergence ou un neurotype, le mouvement de la neurodiversité met l'accent sur l'idée qu'il existe de nombreuses variantes du câblage humain dans le cerveau. L'autisme est un neurotype parmi d'autres. Sur cette diapositive, vous voyez le parapluie de la neurodivergence. L'autisme se trouve sous ce parapluie. De la même manière, le TDAH, l'épilepsie, le syndrome de Down et le trouble bipolaire se trouvent également sous ce parapluie. La neurodivergence est une notion très large qui englobe de nombreuses personnes et peut-être même vous. Le terme neurodivergent recouvre une diversité de différences inhérentes et acquises et de profils particuliers. L'autisme est une différence neurodéveloppementale à vie qui a un impact sur la façon dont une personne communique et interagit avec les autres et le monde qui les entoure. Lorsqu'on parle de neurodivergence, il est essentiel de prêter attention au langage que nous utilisons ainsi qu'aux préférences de la communauté neurodiverse. Nous faisons de notre mieux pour nous informer, mais comme le langage évolue constamment, l'important est de demeurer ouvert, curieux, respectueux et flexible. Au cours de cette formation, je vais partager plusieurs ressources avec vous et à la fin, vous allez trouver des liens et des ressources à jour. Je vais vous inviter à observer cette image. Que voyez-vous? Certaines personnes disent qu'elles voient un canard et d'autres un lapin. Cet exemple illustre bien le concept du parapluie neurodivergent. Nos cerveaux sont tous différents et chacun traite l'information à sa manière. On peut imaginer cela comme différents plans pour se rendre à la même destination. Certains cerveaux empruntent une route directe, tandis que d'autres prennent des chemins plus longs, plus sinueux, avec des détours ou même des raccourcis. Ces différences dans la façon dont nos cerveaux fonctionnent, c'est ce qu'on appelle la neurodiversité. Et lorsqu'un cerveau traite l'information d'une façon particulièrement unique ou qu'il fonctionne d'une manière sensiblement différente de la majorité, on peut dire que cette personne est neurodivergente. Cet exemple nous aide à mieux comprendre ce que représente la neurodiversité, notamment en lien avec l'autisme, une forme de neurodivergence souvent associée à des différences neurodéveloppementales, comme dans la communication, le traitement sensoriel, les interactions sociales ou certains comportements. Il y a une vraie beauté dans le fait de pouvoir expérimenter différentes façons de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde qui nous entoure. Nous méritons tous d'avoir notre place et c'est profondément enrichissant de pouvoir apprendre les uns des autres à travers ces différentes perspectives. Le spectre comprend de nombreux traits ou manières dont le cerveau traite l'information. Certains traits créent des difficultés dans la vie quotidienne, mais beaucoup de traits sont également utiles au quotidien. Comme le montre cette illustration, le spectre de l'autisme n'est pas linéaire. Il ressemble plutôt à un modèle circulaire ou à une roue. Les personnes autistes sont toutes différentes et présentent un large éventail de compétences dans les différents domaines du développement. Chaque personne autiste est unique et vit des forces et des difficultés différentes dans la vie de tous les jours. Cette diapositive montre un exemple parmi d'autres des combinaisons possibles du développement. Par exemple, une personne peut avoir un langage très développé tandis qu'une autre peut rencontrer des difficultés, ou une personne peut avoir des difficultés motrices fines ou globales alors qu'une autre non. Comme le dit l'expression, si vous connaissez un enfant autiste, vous ne connaissez qu'un enfant autiste. L'autisme est souvent associé à des différences auprès du langage. Certains enfants peuvent utiliser l'écholalie, c'est-à-dire répéter ou reproduire un langage qu'ils ont entendu auparavant.
D'autres peuvent utiliser un langage scripté, qui est un autre exemple d'écolalie. La communication sociale peut également être différente, que ce soit l'interprétation du langage, les expressions faciales, le contact visuel ou l'attention conjointe en général. D'autres traits liés à l'autisme incluent parler beaucoup ou ne pas parler du tout, prendre les choses au pied de la lettre, être très honnête ou parler avec passion de certains sujets. Parfois, le seul moyen de communication ou le moyen le plus efficace pour l'enfant est à travers un comportement. Par exemple, un enfant peut pousser un autre enfant dans le casier à côté de lui parce qu'il se sent trop proche. Ou il peut prendre un père ou un adulte par la main pour l'amener vers un jouet qui l'intéresse, mais qui est hors de portée. Il est important de continuer à envoyer des messages verbalement ou non verbalement. Continuez à être curieux quant à la manière dont l'enfant pourrait répondre. Les habiletés sociales sont les capacités qui nous permettent de percevoir et comprendre ce que les autres communiquent, par exemple lors d'interactions. L'attention conjointe fait partie des interactions sociales. Elle comprend le contact visuel et l'attention partagée. Mais le contact visuel n'est pas nécessaire pour avoir des interactions sociales. Il est important de ne jamais forcer un enfant à vous regarder dans les yeux, car cela peut être extrêmement inconfortable pour certains. De la même manière, certains enfants aiment le contact physique et le recherchent, tandis que d'autres n'aiment pas être touchés. Pour certains enfants, le toucher peut être très inconfortable ou même un déclencheur. L'interprétation de la communication peut être difficile pour les enfants, en particulier pour les concepts abstraits comme le sarcasme ou les expressions. Ces compétences ne sont généralement pas pleinement développées avant l'âge de 12 ans. De même, la communication non verbale peut être difficile à comprendre. Les comportements non verbaux d'un enfant ne reflètent pas toujours clairement ce qu'il ressent. Par exemple, il peut détourner le regard tout en écoutant ou en réfléchissant à ce qui se passe autour de lui. Il peut ressentir de la gratitude ou du plaisir sans que cela soit évident. Le partage fait également partie des compétences sociales. Nous partageons l'espace, les jouets, le matériel et l'attention. Les compétences sociales se développent avec le temps et l'accompagnement des adultes. Comme le souligne cette diapositive, les enfants autistes, comme tous les enfants, ont envie d'être engagés et de ressentir un sentiment d'appartenance. Cependant, il est important de toujours reconnaître le désir de l'enfant d'être impliqué. Par exemple, un enfant peut être intéressé par ce qui se passe pendant le cercle, mais préférer observer à distance ou prendre une pause corporelle tout en voulant participer. Le comportement est la manière d'être, d'agir ou de réagir au monde qui nous entoure. Les comportements sont variés et ont toujours une fonction, une raison derrière. De nombreux facteurs influencent le comportement, biologiques, cognitifs, sociaux, environnementaux et les facteurs de stress. Des facteurs de stress peuvent être sensoriels. Par exemple, nous pouvons faire preuve d'empathie envers un enfant qui crie dans une pièce bruyante et chaotique parce qu'il est surstimulé. La communication, un enfant qui pousse un ami trop proche et qui souhaite avoir de l'espace. Social, un enfant qui joue avec le même jouet que ses amis, mais préfère jouer à distance ou en parallèle. Souvent, le langage corporel transmet un message et reflète parfois des comportements d'autorégulation répondant aux besoins de l'enfant. Par exemple, un enfant peut s'agiter, battre des mains, tourner sur lui-même ou émettre des sons lorsqu'il est heureux ou contrarié. Notre perspective influence la manière dont nous abordons les comportements. Il est donc important d'être attentif et curieux afin de répondre aux besoins de tous les enfants. Cela permet de prévenir les comportements défis, de réduire les déclencheurs et de soutenir la régulation émotionnelle des enfants. L'anxiété est définie par une inquiétude pénible, tension nerveuse, causée par l'incertitude latente. Troubles émotionnels se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Une étude récente démontre que 47% des gens autistes font expérience d'anxiété sévère et que 59% signalent que l'anxiété a un gros impact sur leur vie quotidienne.
La complexité et la gravité de l'anxiété peuvent varier de légère à sévère. Une situation ou une série d'événements peut déclencher un état d'alerte et des réactions physiques. Chaque enfant est différent, mais il est très courant que les événements inattendus ou les changements, comme les modifications de routine, les alarmes d'incendie, les intempéries ou les changements de règles, provoquent de l'anxiété. La prévisibilité est importante et peut aider à réduire l'anxiété. Reconnaître et réguler les émotions peut également être difficile. La pression de devoir se comporter d'une certaine manière pendant les interactions sociales peut aussi contribuer à l'anxiété. Parfois, les comportements ou signes évidents d'anxiété sont visibles, mais parfois, l'anxiété d'un enfant est plus subtile. Il est important de rester attentif aux besoins des enfants et de rester calme et compatissant. La gestion de l'anxiété peut être soutenue par la co-régulation, c'est-à-dire par la mise en œuvre de stratégies environnementales ainsi que des stratégies de retour au calme et l'établissement et maintien des liens de connexion, dont nous allons d'ailleurs discuter prochainement. Nous avons tous 8 systèmes sensoriels différents. Beaucoup connaissent les 5 sens classiques: visuel, auditif, tactile, olfactif et gustatif. Les 3 systèmes sensoriels moins connus sont le système vestibulaire, c'est celui qui nous donne la sensation de mouvement. Par exemple, quand on tourne sur soi-même, qu'on balance les jambes ou qu'on saute, c'est notre système vestibulaire qui nous aide à garder l'équilibre et à stabiliser notre vision pendant ces mouvements. Ensuite, il y a la proprioception. C'est ce qu'on appelle parfois le 6e sens du corps. C'est ce qui nous permet de savoir où se trouvent nos bras et nos jambes sans avoir besoin de les regarder. Grâce à la proprioception, on peut ajuster la force ou la direction d'un geste, comme lancer une balle, taper sur un clavier ou marcher dans le noir, tout en se déplaçant librement. En dernier, il y a l'interoception. C'est le sens interne, celui qui nous informe de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. C'est lui qui nous fait sentir la faim, la soif, la fatigue ou encore le besoin d'aller aux toilettes. En résumé, notre cerveau reçoit constamment de l'information de tous ces systèmes, certains externes, d'autres internes, pour nous aider à comprendre notre environnement et à réguler notre corps. Nous vous invitons à visionner une vidéo sur la surcharge sensorielle, accessible via le lien dans la description. Cette vidéo montre des exemples de la façon dont l'hypersensibilité peut influencer comment les enfants vivent et interagissent dans leur environnement, par exemple en réaction au bruit, au mouvement ou à la lumière. La vidéo sur la tuile précédente représente l'hypersensibilité. Maintenant, nous allons parler de l'hyposensibilité. Comme vous le voyez, certains enfants apprennent ou développent différentes stratégies d'adaptation pour répondre à leurs besoins sensoriels. Par exemple, couvrir leurs oreilles ou porter un casque anti-bruit quand c'est trop bruyant, rebondir sur un ballon, grimper sur une structure, tourner, ramper dans un casier, regarder le sable couler dans un sablier, chanter ou faire des bruits de bouche. L'hypersensibilité, c'est d'éviter, tandis que l'hyposensibilité, c'est de rechercher la stimulation sensorielle. Les prochaines tuiles porteront sur les stratégies et les adaptations de l'environnement pour favoriser la réussite. Voici des stratégies pour promouvoir la communication. En premier, établissez un lien avec l'enfant. Le contact visuel n'est pas nécessaire pour l'attention conjointe. Attirez l'attention de l'enfant d'une manière qui lui convient. Par exemple, en se mettant à sa hauteur, en utilisant son nom pour créer un lien, en étant animé, en participant au jeu et en chantant si l'enfant aime la musique. Continuez à observer, reconnaître et renforcer toutes les formes de communication. Ayez une approche curieuse et compatissante pour comprendre ce que l'enfant ressent, veut ou a besoin. Interprétez ce que l'enfant communique et modelez le langage ou moyen de communication. Utilisez un langage clair et simple et laissez le temps à l'enfant de traiter les informations.
par exemple en comptant jusqu'à 10 dans votre tête. Il est important de rester constant dans notre langage. Par exemple, en utilisant une chanson pour le temps de rangement constante ou en ayant des étiquettes cohérentes pour les objets ou les espaces. Par exemple, on dit toujours cours pour l'extérieur ou toilette pour la salle de bain. Les enfants apprennent par la répétition. Utilisez le langage dans des contextes familiers ou des routines connues. Le Temple Grandin nous donne un bon exemple. Si un enfant veut un marqueur mais qu'il demande de la colle, on peut d'abord lui donner la colle pour qu'il fasse la connexion fonctionnelle. Ensuite, on lui montre le marqueur et on modèle le langage de manière appropriée. Incorporez des soutiens visuels pour appuyer la communication. Par exemple, des gestes significatifs, le langage des signes, des images ou même des objets réels. Les soutiens visuels peuvent aider tous les enfants à comprendre et à communiquer, réduisent l'anxiété, favorisent la compréhension, la prévisibilité et le développement de l'enfant en général. Plusieurs enfants autistes apprennent d'ailleurs de façon visuelle, ce qui veut dire qu'ils assimilent et retiennent mieux l'information quand ils peuvent voir et entendre l'information en même temps, au lieu de tout simplement l'entendre. Les visuels appuient le développement du langage réceptif et expressif. Les visuels permettent à l'enfant le temps nécessaire pour traiter l'information et comprendre l'instruction verbale par l'usage des indices. Plusieurs facteurs, tels les bruits, les mouvements, la fatigue, peuvent faire en sorte qu'une partie de ce qui est dit peut être manquée. L'enfant apprend à coupler un visuel ou des visuels avec ce qu'il entend. Par exemple, lors de l'habillement, il y a souvent beaucoup de mouvements et de bruit, ce qui rend difficile d'entendre l'instruction verbale. Par exemple, mettez votre manteau. Le couplage de l'instruction avec un visuel permet une meilleure compréhension chez l'enfant. Les repères visuels peuvent aussi appuyer la communication expressive de l'enfant qui a moins tendance à parler. Par exemple, les outils CAA, les tableaux de choix, tableaux de communication, tablettes, etc. Utiliser les visuels au quotidien augmente la compréhension et la prévisibilité, ce qui aide à maximiser l'apprentissage de l'enfant et à atténuer l'anxiété. Ceci est réciproque. Lorsque l'adulte communique avec l'appui des visuels, l'enfant peut mieux comprendre. Si l'enfant a accès à un système de communication visuelle, ceci peut aider l'adulte à comprendre l'enfant et de mieux combler ses besoins. L'appui visuel devient un outil important pour approfondir la compréhension du langage, des attentes environnementales et offrir du soutien et une structure. Lorsque les routines et les visuels associés sont cohérents, cela aidera l'enfant à comprendre et à attacher un sens aux images. Par exemple, un horaire du jour est un excellent soutien visuel pour appuyer la prévisibilité. Il peut aider à l'enfant à voir les événements en séquence, le préparer aux transitions et à identifier les changements dans le calendrier. Les séquences visuelles aident aussi les enfants à se sentir compétents et capables. Les séquences peuvent promouvoir l'indépendance des enfants en sachant quoi et comment faire de façon autonome, par exemple l'habillage ou l'apprentissage de la propreté. Une transition est le moment où les enfants doivent arrêter une activité pour en commencer une autre. Les transitions peuvent être un moment difficile pour tous les enfants. Comprendre leurs besoins est essentiel pour en augmenter le succès. Les recherches démontrent que les enfants passent une part importante de leur journée dans les routines et transitions. Les 0 à 5 ans y consacrent plus de 50% de leur temps et les 5 à 8 ans, plus de 40%, sans compter le temps scolaire. Pour les enfants autistes, la flexibilité cognitive peut être plus difficile et l'imprévisibilité peut générer stress ou comportement défi. C'est pourquoi une planification minutieuse et des stratégies préventives sont essentielles. Elles rendent les transitions plus prévisibles et diminuent l'anxiété et le stress. Pour aider tous les enfants à vivre des transitions réussies, il est utile d'utiliser différents types d'indices. Par exemple, auditifs, cloche, chanson constante, visuel, gestes, minuterie, affichage de l'horaire,
Objets concrets, montrer un manteau, une cuillère ou un pinceau selon l'activité à venir. Formuler des avertissements préalables et les jumeler à des repères visuels. Capter l'attention, valider et connecter avec l'enfant. Donner une consigne claire, montrer le repère visuel, donner des rappels, offrir une attention positive et renforcer les efforts. Ayez des attentes claires et précises. Utilisez un langage simple et des phrases courtes et concrètes. Communiquez efficacement et fournissez des rappels verbaux, visuels ou physiques. Donnez des renforcements positifs et utilisez une approche ludique. Réduisez les temps d'attente, planifiez-les et préparez-les avec des livres, des chansons, des petits jeux ou un bac de jouets d'attente afin de réduire l'ennui. Évitez les transitions inutiles en réfléchissant au nombre d'étapes nécessaires en utilisant la méthode 3D. Choisir la distance la plus courte, réduire les distractions et suivre la route la plus directe. L'objectif est de favoriser la réussite de tous les enfants tout en continuant d'identifier et de réduire les déclencheurs d'anxiété. Par exemple, en laissant l'enfant aller le premier ou le dernier ou en offrant des objets à manipuler pendant les temps d'attente. Répondre aux besoins sensoriels des enfants tout au long de la journée favorise leur engagement et l'inclusion. Offrir des appuis sensoriels aide les enfants à se réguler et se sentir bien dans leur corps. Ceci leur permet de s'engager dans les transitions, les jeux, les interactions sociales, les apprentissages, etc. Pendant les transitions, vous pourriez offrir aux enfants du travail lourd, leur donner un objet pour manipuler ou vous diviser en plus petits groupes. Ces stratégies aident à minimiser la surstimulation et l'agitement. Des stratégies qui peuvent appuyer les enfants qui sont sur et ou sous-stimulés peuvent être visuelles, par exemple des lunettes de soleil ou un projecteur, vestibulaires, par exemple une trampoline ou un animal de pesanteur, ou auditives, par exemple des coquilles anti-bruit ou un lecteur CD. Les stratégies sensorielles appuient également la régulation et le retour au calme. Par exemple, l'air de détente permet aux enfants de se retirer, tandis que danser aide à dégager l'énergie. En tant qu'adultes sensibles, nous devons appuyer l'apprentissage de ces outils par le modelage, l'attention positive et une approche calme et compatissante. La co-régulation permet aux enfants de développer l'autorégulation. Pour soutenir le développement social et les habiletés de jeu, le personnel éducateur doit observer et suivre les intérêts des enfants. Soyez curieux et entrez dans leur monde. Imiter leur jeu permet de créer un lien, puis d'élaborer et enrichir l'expérience avec des mots, des sons ou des histoires. Il est essentiel de respecter l'enfant là où il en est. Il n'existe pas de bonne ou mauvaise façon de jouer tant que le jeu est sécuritaire. Par exemple, si un enfant aime aligner ses autos ou répéter des mouvements, cela fait partie de son exploration et il n'est pas nécessaire de le rediriger. Préparer différentes aires ou stations de jeu dans la salle favorise l'engagement et permet de jouer en petits groupes, ce qui est moins bruyant et moins stressant pour certains enfants. Les grands groupes peuvent générer du stress à cause du bruit, des mouvements ou du partage. Pendant le jeu, l'adulte peut jouer avec les enfants, modeler les habiletés sociales comme le partage ou l'attente et enrichir le jeu avec des commentaires, des mots ou des sons. Enfin, donner une attention positive et offrir des outils pour encadrer le jeu aide les enfants à réussir. Par exemple, utiliser des pictogrammes, des mini-tris ou tout autre support qui facilite la participation et le suivi des règles du jeu. Les scripts et scénarios sociaux sont de courtes histoires ou scénarios qui présentent les attentes sociales de façon claire et structurée. Ils utilisent un langage simple et des supports visuels pour illustrer les interactions sociales. Avec l'aide d'un adulte, l'enfant peut répéter l'histoire à l'avance afin de pouvoir l'utiliser comme guide lorsque la situation réelle se produit. Chaque situation est décrite en détail avec un focus sur quelques points clés. Comment l'enfant peut se sentir, ce qu'il pourrait observer ou entendre et comment réagir de manière appropriée. L'objectif
c'est de faciliter la compréhension de la situation, de réduire l'anxiété et d'enseigner les réponses adaptées. Voici un exemple de scénarios sociaux. Demander un objet. J'ai très envie d'avoir un objet, mais quelqu'un d'autre l'utilise. Je lui demande poliment, tu donnes, je veux, s'il te plaît. S'il veut bien me le donner, je dis merci. Il peut aussi répondre non. Je respire bien fort. Je vais chercher un autre jouet qui me plaît. Génial! J'ai appris à demander un objet. L'implication de la famille dans le soutien de l'enfant est importante. Cependant, il est toujours important de respecter leurs choix, d'être conscient de leur cheminement et d'être disponible pour les soutenir. Voici une liste de sites web utiles et à jour pour en apprendre davantage sur l'autisme. N'oubliez pas que les CIGE disposent aussi d'une bibliothèque de ressources accessibles en ligne. J'espère que ce webinaire sur l'autisme vous a été utile et que vous repartez avec de nouvelles stratégies. Merci beaucoup.